Bonjour à tous, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Cet épisode de podcast est constitué de moments empruntés d'une longue, passionnante et agréable discussion avec Aurélie Jean, menée et enregistrée pendant le confinement. Je reviens avec Aurélie sur quelques grandes clés de son ouvrage De l'autre côté de la machine, publié aux éditions de l'Observatoire, dans la collection De facto dirigée par Gaspard Koenig. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'algorithmes. Utiliser le mot algorithme, c'est un peu comme utiliser le mot déconfinement en ce moment, ça sonne bien à l'oreille, ça donne envie de creuser, mais sans vraiment savoir pourquoi, on est toujours tenté de rester un petit peu méfiant. Alors c'est parti pour 30 minutes de Codecast, en espérant que son écoute vous fasse oublier le plus rapidement possible ce vilain jeu de mots. Bonjour Aurélien, donc moi je m'appelle Aurélie Jean, je suis scientifique numéricienne, qui est la traduction en fait de l'anglais computational scientist. De formation, donc je développe des modèles mathématiques que je traduis sous forme algorithmique pour ensuite les implémenter dans un code de calcul pour faire des simulations d'un phénomène issu de la réalité. Et donc je le fais aujourd'hui à travers dans différentes applications. Je le fais autant dans le conseil et le développement avec notre équipe chez Alterman que dans ma recherche, que aussi dans l'enseignement, puisque j'enseigne l'algorithmique à l'université, voilà, que dans mes contributions éditoriales. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, au-delà de la manière dont tu te décris aujourd'hui professionnellement, quel est ton parcours, les grandes étapes de ton parcours ? Alors, moi, j'ai eu un parcours en fait scolaire qui pourrait paraître un peu classique en fait, même si j'ai touché à beaucoup de choses. Donc moi, j'ai commencé en fait à l'université, à Sorbonne Université, en faisant une première et une deuxième année de licence en mathématiques et physique, avec une deuxième année en option sciences informatiques. Et ensuite, à partir de ma troisième année, j'ai fait ce qu'on appelle, ce qui n'existe peut-être plus aujourd'hui, mais ça s'appelle à l'époque, ça s'appelait un magistère, qui était en fait un double cursus à l'école normale supérieure et à l'université, donc ici Sorbonne Université. Et donc c'était un cursus en mécanique. Et donc j'ai fait ensuite de la mécanique numérique, c'est-à-dire donc la mécanique c'est quoi? C'est entre la physique et les mathématiques. Newton était un mécanicien. Et donc numérique, parce qu'encore une fois, je passais par la modélisation mathématique, l'algorithmique et l'implémentation informatique pour des simulations numériques. Et j'ai continué en thèse après aux Mines de Paris en mécanique numérique des matériaux. Voilà. Et après ma thèse, je suis partie aux États-Unis en 2009, où j'ai travaillé pendant 7 ans dans la recherche appliquée à la médecine, mais c'était dans le domaine toujours du numérique, donc développement de modèles mathématiques algorithmiques numériques pour d'une part donc le cœur, mais après le cerveau, l'os spongieux plus particulièrement. Puis en fait, j'ai travaillé dans le domaine financier et économique, dans le développement. Voilà, donc en fait, j'ai eu un parcours à la fois très physique mathématique à la base. J'ai pas fait d'école de code, j'ai pas fait d'école d'informatique, pas du tout. J'ai fait une formation de physique et de mathématiques et ensuite je me suis spécialisée. Donc, j'ai fait une option de sciences informatiques en deuxième année. C'est là où j'ai découvert l'algorithmique. Et ensuite, je me suis tournée vers ce qu'on appelle les sciences numériques. Donc, c'est vraiment l'utilisation de l'informatique et des modèles mathématiques pour simuler la réalité, pour comprendre les mécanismes, comprendre des phénomènes, répondre à des questions, voilà, résoudre des problèmes. On voit que ton parcours est tout à fait cross-discipline. Tu parlais de santé, de finance. Donc en fait, aujourd'hui, se Ouais. lancer dans un domaine ne signifie pas qu'on ne pourra pas travailler dans des départements ou dans des secteurs d'activité qui sont complètement différents. Ouais, et je crois que c'est encore plus le cas, dans le cas de la modélisation, des sciences numériques, de l'IA, enfin tu peux mettre un peu tous les mots que tu veux derrière, hein, derrière ça. Mmh. C'est encore plus le cas parce qu'en fait, vu que ça intervient dans beaucoup de disciplines, moi j'ai autant développé des modèles, pour, la régénération d'un cœur que, un choc à la tête, que, la fracture d'un os spongieux, que, la modélisation du consensus des analystes financiers, que dans la génération d'articles automatiques de news factuelles, financières, que tu vois, dans plein de trucs et je pense que je ferai encore plein d'autres choses, tu vois? Aujourd'hui, je continue le domaine médical côté recherche et le domaine financier et aussi un peu médical côté conseil. Je peux pas forcément parler de ce que je fais côté conseil, mais en tout cas, je travaille sur ces outils et c'est vrai, en fait, que tu es amené à être multidisciplinaire par force, tu vois? Mmh. Parce que l'IA est partout, les modèles sont partout, les mathématiques peuvent être partout et donc par conséquent, tu es naturellement porté à apprendre à appliquer ta science fondamentale dans des applications diverses. Donc fondamentalement, ton parcours n'aurait pas été le même il y a probablement une dizaine ou ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, dans le sens où tout ça n'était pas aussi développé, que ça soit l'IA, le deep learning. On n'avait pas une conscience aussi large des différents domaines d'application, des algorithmes, en fait. Ouais, je pense que tu as entièrement raison et même pour aller dans ton sens, moi quand je suis en 2009, quand je suis partie aux US, c'est une équipe médicale qui m'a embauchée et en fait, je pense qu'en 2009, la France n'était pas encore à ce stade peut-être d'embaucher,
alors il y avait certaines équipes, c'est pas vrai, mais c'était pas quelque chose de très généralisé, démocratisé, de voir des médecins embaucher des Ouais. numériciens, des mathématiciens pour travailler avec eux. Aujourd'hui, c'est plus fréquent et je pense que tu as raison, il y a 20 ans, par exemple, jamais, on aurait vu, en fait, une telle, multidisciplinarité. Donc je pense que tu as raison, c'est assez conjoncturel avec le temps présent, quoi. Merci Aurélie. Alors c'est très clair, ton parcours, est considéré, je pense, par beaucoup de personnes comme étant, voilà, une success story. Parce que tu as aussi, je crois, et tu en parles dans le livre justement, alors si on parle aujourd'hui, c'est aussi, parce que tu as publié il y a pas très longtemps un livre qui s'appelle «De l'autre côté de la machine», que j'ai naturellement lu, et tu parles on sent quand même que tu ne t'es pas cantonné au chemin qu'on te proposait et tu es resté très libre dans tes choix de carrière, dans le chemin que tu souhaitais suivre d'un point de vue scolarité, dans tes centres d'intérêt. Tu parles beaucoup de ton grand-père et tes grands-parents et de l'influence qu'ils ont pu avoir sur ton envie de développer ces connaissances-là. Sans vouloir mettre les pieds dans le plat, je voudrais parler avec toi de mixité professionnelle dans le monde de l'innovation et de la tech, et plus généralement sur un numérique inclusif, parce que je sais que tu es très engagé là-dessus. Tu as publié d'ailleurs un article sur Le Point, je crois que c'était peut-être même cette semaine, sur le fait de profiter du confinement pour coder, donc dans ces soucis un petit peu de démocratiser le code à tout un chacun. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à une jeune fille qui ne sait pas trop, qui est intéressée probablement par les sciences, mais qui ne va pas être orientée vers des carrières comme celle que tu es en train de mener? Alors, en fait, c'est pour refaire un petit pas en arrière, moi, je pense avoir eu beaucoup de chance parce que, j'ai été élevée par des grands-parents qui étaient féministes, engagés et qui m'ont encouragée, développé mon appétence pour les sciences, m'ont encouragée à faire ce que je voulais, ce que j'aimais sans penser ni à mon genre, ni à mes origines sociales, donc ça, c'est hyper important. Ce que je dirais aujourd'hui à une jeune fille, c'est que si elle aime les sciences, parce que moi, en fait, j'ai pas vraiment calculé, j'ai fait des choses parce que j'aimais les faire, tu vois? J'ai choisi de faire des sciences que j'aimais les sciences. Choisi de faire de la physique, des sciences informatiques parce que ça me faisait marrer, tu vois? Il y a pas de calcul derrière ça. Donc moi, je dirais à une jeune fille, si tu aimes faire les sciences, vas-y. Et ce que j'ajouterais à cela en particulier pour les sciences numériques, donc ce que je fais moi, je lui dirais une chose que je dis, hein, aux jeunes étudiantes plutôt à l'université, je leur dis: «Écoutez, si vous faites si vous faites mon métier, si vous apprenez en tout cas ce que j'ai appris, ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre en fait d'une part, d'avoir le pouvoir de résoudre des problèmes à grande échelle, à fort impact. Parce que comme tu l'as dit en fait Aurélien au début, c'est une discipline qui s'applique dans plein d'applications, médicales, financières, éducatives, dans l'écologie, dans l'agriculture, peu importe, dans plein de domaines. Et que donc elles vont pouvoir résoudre des grands problèmes de l'humanité, elles vont pouvoir avoir un impact, laisser une Ouais. empreinte. Elles vont aussi pouvoir être fortement stimulées intellectuellement, ce qui est pour moi extrêmement important parce que c'est un domaine où tu es toujours en train d'apprendre et encore plus parce que tu es amené à utiliser tes compétences dans des domaines que tu n'as jamais explorés. C'est-à-dire que moi, plus tard, je sais pas dans quoi je vais travailler, sur quoi je vais Mmh. travailler. Et puis, un point que je dis aussi, alors ça peut choquer en France, mais je le dis parce que vraiment, faut le dire, c'est qu'elles vont bien gagner leur vie. Et moi, je le dis aux jeunes filles parce que je leur dis: «Écoutez, c'est pas mal de bien gagner sa vie, c'est bien, vous serez indépendantes, vous pourrez aussi» mais non, mais c'est vrai parce que Non, non, mais moi, je le c'est dis souvent, parce que tu vois, moi, je le dis souvent, c'est moi parce que j'ai pas fait ce métier pour l'argent, hein, je savais pas du tout, tu vois, notre valeur, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est vrai que moi, si tu veux, les femmes ont tendance à être en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les statistiques, à être celles qui prennent soin des autres. Et moi, j'ai Mmh. pris soin, par exemple, de ma grand-mère ces dernières années. Et c'est vrai que je suis fière de dire que c'est parce que j'ai pu bien gagner ma vie que j'ai pu m'occuper d'elle Ouais, et ouais. la soutenir financièrement. Mmh. Et donc moi je dis aux filles, mais allez-y, quoi, vous allez bien gagner votre vie, vous allez être stimulées intellectuellement et vous allez pouvoir résoudre les grands problèmes de l'humanité, laisser votre empreinte. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Franchement, le constat, si on reste là-dessus, la mission est remplie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'en fait, tu es pas une geek. Tu n'es pas une geek, et Non, d'ailleurs, ce qui est, moi, ce qui m'a je suis beaucoup une plu, nerd. ah ouais, bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais du coup, tu expliques vraiment que plus jeune, et ce qui t'a orienté vers par exemple, les lectures que tu avais sur les technologies, tu t'attachais finalement davantage aux phénomènes qu'il y avait derrière, en fond, les phénomènes sociétaux finalement, que la technique en elle-même, en fait, quelque part. C'était plus la résolution d'une situation, d'un problème qui te plaisait beaucoup. Ouais, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que, c'est marrant que tu dis ça parce que hier j'étais en train de travailler avec un collègue, et on travaillait sur l'installation d'un package, bref, et il me disait: «Tu es quand même une geek Aurélie». Je dis: «Non, je suis pas une geek». Parce qu'en fait, en fait, pour expliquer, moi je me considère pas geek parce que comme tu l'as dit, moi je suis pas intéressée, stricto sensu aux ordinateurs. J'aime pas les jeux vidéo, j'aime pas Star Wars, j'aime pas la sci-fi. Sauf que j'adore la sci-fi, mais pas pour les raisons techniques.
J'aime la Ouais, sci-fi pour les raisons, comme tu l'as dit, sociétales, de réflexion philosophique. Et par exemple, j'adore les livres et les films d'anticipation, ouais, qui, pour moi, expliquent davantage ça que les films purement sci-fi, tu vois, de science-fiction. Et, très bien. et voilà, donc moi, je sais que je suis pas geek, mais quand on dit que je suis nerd, en fait, c'est quand tu regardes la définition de nerd, c'est quelqu'un qui a un caractère obsessionnel par rapport à sa discipline scientifique, par exemple. Et c'est vrai que moi, voilà, je suis passionnée par ce que je fais. Et quand je me retrouve avec, je pense à un copain en particulier, Grégory Renard, hein, qui est du côté de San Francisco, et quand c'est vrai qu'on est amené à commencer à parler maths, bon, voilà, on part dans nos délires. Bon, Stranger Things a donné un regard Ah nouveau mais sur le j'adore. nerd. Bah oui, bah forcément, Ah mais forcément. j'adore Stranger Things. Ah, Ouais, en plus, je ouais. suis une fille des années 80, donc si tu veux, je suis née dans les années 80, donc pour moi, ça, c'est un concentré de toutes mes références cinématographiques et littéraires de cette époque, quoi. Bon, très bien. Je pensais pas avoir tapé aussi juste, mais tant mieux pour moi. C'est parfait. Alors bon, au demeurant, on va être obligé quand même de faire un point sur, la sémantique de l'algorithme. Alors moi, bon, c'est pas un secret, hein, je suis beaucoup ton travail, tes interventions, externes et c'est vrai que tu en parles beaucoup. On te sollicite beaucoup sur des choses qui sont finalement de l'explication, qui doivent te sembler, somme toute assez basiques, mais qui, finalement illustrent bien enfin, cette clarification sémantique illustre bien ton combat, c'est de donner un regard un peu plus précis sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on entend par algorithme et quelle est sa définition? Est-ce que tu pourrais me donner une définition made in Aurélie Jean de ce qu'est, un algorithme? Compréhensible, pour tous. Bien sûr. Alors un algorithme, c'est littéralement un ensemble d'opérations exécutées selon une certaine logique pour répondre à une question ou résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, on sous-entend l'algorithme numérique. Donc ça, j'essaie de l'expliquer assez clairement dans le livre, à savoir que aujourd'hui, les algorithmes qu'on développe sont destinés à être implémentés dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithmique, cette science est bien plus ancienne puisqu'elle date, le mot date du 9e siècle de notre ère. Mais en fait, le concept même de raisonnement logique pour résoudre un problème date de l'époque d'Euclide, au 3e siècle avant notre ère, où justement il a développé son œuvre, les éléments, pour pouvoir démontrer des théorèmes qui n'étaient jusqu'alors que OK. des conjonctures, donc qui n'avaient pas été démontrés, tu vois. Donc on est dans une résolution, d'un problème, assez systémique et d'ailleurs, Voilà. chose que j'avais pas bien enfin, peut-être que je le savais, mais je l'avais pas verbalisé. Quand on pense algo, on pense code et programmation, tu vois? On voit la personne qui code Ouais, du langage compliqué qu'on ne comprend pas et en fait, ça, c'est qu'une étape, qui est d'ailleurs assez avancée du processus de création et tu parles, de tes premières créations d'algo. En fait, tu as gratté sur le papier, quand tu étais plus jeune en début d'études et on t'a expliqué qu'en fait, oui, la définition d'un algorithme passe par, il faut d'abord le penser, le coucher sur le papier et savoir ce qu'on va essayer de résoudre à travers ce code. exactement. Et c'est souvent quelque chose, d'ailleurs moi quand j'enseigne, parce que moi ça a été un eye opener, je sais pas comment on dit en français, ça a été une révélation pour moi quand j'ai pris mon premier cours de sciences informatiques et que pendant les 6 premiers mois j'ai écrit des algos à la main sur du papier et un crayon. Et donc en fait je le fais exprès avec mes propres élèves, tu vois, je leur fais écrire des algos à la main. Du coup Ouais. ils comprennent d'une part le processus qui est de concevoir, de penser l'algo, mais ils comprennent un truc en fait qu'il est difficile à expliquer tant que tu l'as pas fait toi-même, à savoir la discussion qui précède la conception. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à concevoir un algo, ils vont être instinctivement, ils vont vouloir parler avec d'autres gens, soit de leur équipe, soit des gens du métier dans lequel ils vont développer cet algo. Et donc en fait, il y a une discussion qui se crée. Et donc en fait, pour définir ce qu'on appelle des spécifications de l'algorithme, les Mmh. règles, à savoir si c'est un algorithme qui a des composantes mathématiques, donc des équations mathématiques, c'est quelles équations on va considérer, quelles hypothèses on va prendre, voilà, etc., etc. Donc en fait, il y a un vrai travail de réflexion, d'écriture. Donc ça, c'est dans le cas aussi de l'explicite, un algorithme qu'on va définir entièrement à la main. Après, tu as des algorithmes, comme quand tu parlais de machine learning ou deep learning, ce sont des algorithmes dont la logique va être définie implicitement due à une étape d'apprentissage sur des données, et auquel cas, il y a une réflexion à avoir autour de quel type de données on va utiliser pour faire apprendre à cet algorithme et définir correctement, formuler correctement la question à laquelle on souhaite répondre. C'est très clair, merci beaucoup. J'ai une question, ça c'est la question que j'avais vraiment hâte de te poser. Quand je regardais Big Bang Theory, c'est une série que j'ai découvert il y a finalement assez Ouais, longtemps, que je j'adore. regardais d'abord en petites bribes, que tu adores, mais qui finalement, reflète, pas mal de clichés,
de justement les geeks, les universitaires. Et en fait, quand il parlait tout le temps du meilleur codeur de l'université, par exemple, j'imaginais quelqu'un qui codait vite. J'entendais le bruit du clavier qui claquait à toute vitesse et où quelqu'un codait vite et disait voilà, ça y est, j'ai fini avec montre en main. Et en fait, ce que j'ai découvert dans ce livre et qui m'a vraiment plu et touché, c'est qu'il y a quelque chose de très littéraire dans le code, je trouve. Et on est quand même dans une optique assez similaire de faire passer le bon message avec précision, dans l'idée d'avoir quelque chose qu'on résout finalement, qu'on transmet. Donc je trouve qu'il y a un peu un combat commun entre quelque chose qui va être très scientifique et très littéraire. Et l'exemple que je prenais, c'est moi j'admire par exemple Lucchini pour sa précision, l'utilisation des mots qu'il fait, la précision linguistique. Et j'ai l'impression que doit y avoir l'équivalent en fait de Fabrice Lucchini dans le monde de l'algorithmique. Ce serait qui pour toi? Alors qui? Je sais pas, précisément parce que c'est vrai que Fabrice Lucchini est unique, mais je vais réfléchir. Non, mais par contre, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'un bon codeur, c'est pas un mec ou une nana qui code vite. Un bon codeur, c'est quelqu'un qui écrit un code selon différents critères qui sont, d'une part, la lisibilité du code, à savoir si quelqu'un d'autre parce que souvent tu es amené à écrire du code que quelqu'un a déjà écrit, tu vois? On Ouais, collabore. Donc à savoir que ton code est lisible par quelqu'un ouais. d'autre, hein. C'est pas une boîte Donc noire, ça tu ça n'écris ça pas pour toi, tu écris pour, voilà, tu n'écris pas pour toi, tu écris pour les autres. Et c'est mmh, important, ça veut dire choisir des bons noms de variables, ça veut dire de commenter au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière, et cetera, et cetera. Et puis, aussi, et là, ça revient à ton idée de littéraire et j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le code, il doit être, comment dirais-je? Il doit être bien écrit, lisible et surtout, et moi, ce que je remarque, c'est très intéressant parce que moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui écrivent du bon code, à mes yeux, tu vois, sont des gens qui, en général, ont des grandes qualités de communication. ouais, Et pour moi, c'est un vrai travail littéraire et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand tu parlais de mixité, les jeunes filles ne voient pas ça dans le code. ouais, Et donc j'essaie de leur expliquer, bah oui, mais c'est vraiment de la littérature, c'est de la structure, c'est de la littérature, une forme de littérature, de grammaire. ouais, Donc, c'est tout à fait juste ce que ouais. tu dis sur la définition d'un bon codeur, c'est pas la rapidité, c'est la qualité. Très bien. Ce sera le titre du podcast. Non, ouais, peut-être pas, mais ça j'aimerais aussi qu'on évoque un sujet, assez central de ton livre. On pourra pas le détailler parce que c'est vraiment, c'est une boîte de Pandore ce sujet, c'est, virtuel versus réel. Bon, moi je travaille aussi dans un univers où, un peu chaque jour je travaille sur, le fait que le virtuel va permettre de mieux comprendre le réel. On développe pas du virtuel pour du virtuel. On développe pas d'ailleurs qu'une coquille. L'intérêt du virtuel, c'est un virtuel qui est dynamique, pas simplement du design et de la création d'un modèle 3D. On n'en est pas là. Tu expliques que aucun modèle qu'on peut répliquer d'un élément réel en élément virtuel n'est parfait. Il y a toujours une petite dose d'imprécision et le verre plein serait de dire, que c'est fou déjà de pouvoir se rappeler, par exemple, aujourd'hui, on arrive à modéliser des cœurs avec des comportements, presque vraiment à 99 proches de la réalité. Donc ça, c'est le verre plein. Le verre vide et c'est ce qu'on comprend dans ta démarche, c'est que quand on est chercheur ou chercheuse et qu'on doit coder, on a beau essayer de faire quelque chose de parfait, un algorithme parfait, une représentation parfaite, mais à un certain point, on est obligé de faire des compromis. Que ce soit pour des raisons financières, ou alors on n'a pas le temps, ou alors on n'a pas les capacités de calcul. Et en fait, quand on code en vue d'une mission particulière. Donc, comme dans une mission de tout type, on a des contraintes. Ça, c'est une partie qui résonne comme assez frustrante. Tu parles des 3 ans de thèse que tu as fait sur la structure du caoutchouc. Est-ce que c'est frustrant de ne pas pouvoir aller au bout des choses à 100% et de viser le 100% exact en termes d'algorithmique, de représentation? Alors c'est frustrant quand tu as 23 ans et que tu thésarde. Ça l'est moins, pour moi aujourd'hui parce que en fait, tu développes, une sorte d'humilité face à ton travail et ça j'en parle beaucoup dans le livre. C'est-à-dire que déjà, il y a un paradoxe que tu peux pas, résoudre. Comme tu l'as très bien dit, l'idée en algorithmique, en modélisation numérique, c'est de développer un modèle pour représenter la réalité et ce modèle est donc virtuel. C'est une virtualisation de la réalité et en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas dire que tu as tout modélisé pour la simple et bonne raison, c'est que tu ne peux pas dire que tu as tout observé. Tu peux pas dire en fait que ce que tu observes, c'est exactement tout ce qui existe, tu Ouais, vois? Donc c'est un paradoxe. Donc en fait, on pourra jamais dire qu'on a tout modélisé parce qu'on peut pas dire qu'on a tout observé, expérimenté. ouais, Donc ça, c'est un premier point. Et puis, donc j'ai envie de dire, moi qui ne suis absolument pas fataliste, je me dis: «Bah, voilà, il faut l'accepter et avancer quand même». Après, en ce qui concerne, ce que tu disais, à savoir que parfois on peut pas tout non plus modéliser pour des raisons techniques, en fait, c'est vrai. Soit sur des problèmes de capacité de calcul,
Moi, c'est ça que j'ai eu, par exemple, dans ma thèse où en fait, j'avais des problèmes beaucoup trop gros et j'ai dû trouver un moyen pour les réduire en termes de nombre de degrés de liberté à résoudre. Et puis, Ouais. tu as aussi, des questions parfois où en fait, bah, tu sais pas ce qui se passe dans la réalité, donc tu es obligé de faire des hypothèses, tu vois? Et donc c'est aussi la force de la virtualisation du numérique, c'est qu'en fait, tu peux Ouais. aussi aller chercher des éléments de réponse à des questions que tu te poses dans le réel et pour lesquelles tu es pas capable d'aller faire une expérience, d'aller observer, tu vois? Mais c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans ma thèse où je devais aller modéliser la structure à l'échelle nanoscopique des particules de carbone dans le caoutchouc et en fait, tu l'observes très mal dans la réalité. C'est très difficile d'aller voir ça. Donc en fait, il a fallu, à partir d'observations partielles, nanoscopiques, que j'arrive à extrapoler un truc en 3D, énorme avec des dizaines de millions de particules. Donc en fait, on a fait avec ce qu'on avait, ce que j'avais, Ouais. comme expérimentation et en fait, voilà, c'est avoir cette humilité qui fait aussi que la réponse que tu obtiens avec, l'algorithme que tu implémentes pour répondre à une question, il faut aussi se dire que cette réponse, bah, elle est relative à un ensemble peut-être d'approximations ou d'erreurs qui ne viennent pas forcément que du modèle, qui viennent peut-être aussi de comment tu as observé la réalité. J'embraye sur le sujet des biais. Alors encore un sujet que tu as beaucoup évoqué et que tu continues de beaucoup évoquer parce qu'il est absolument central dans ton travail. Tu en as parlé, à la télé, à la radio, dans tes articles. Pour la partie de l'audience qui serait pas déjà au courant, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est des biais algorithmiques? Bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment le sujet, en fait, le fil rouge du livre. Donc on a tous des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on voit les Mmh. choses, les êtres sous notre propre prisme, en fonction de notre histoire, notre passé, notre culture, notre origine sociale, nos origines ethniques, notre religion, notre genre, et cetera, et cetera. Et en fait, il a été démontré qu'on a tendance à transférer nos biais cognitifs dans les choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, ça peut être un objet tangible, ça peut être un dessin et ça peut être un algorithme. Et donc, en fait, on va transférer nos biais cognitifs aux algorithmes et cela va devenir un biais algorithmique qui peut ensuite se transformer dans ce qu'on appelle de la discrimination technologique. Donc, je donne un exemple qui va en fait écarter une partie des utilisateurs de l'usage de la techno. Par exemple, un exemple que je donne et qui est frappant et il y a plein d'exemples, mais au moins cet exemple, il frappe les gens parce que les gens le comprennent. C'est qu'en fait, les premiers algorithmes de reconnaissance Mmh. faciale, il y a quelques années, ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi? Parce qu'il y avait un biais algorithmique au sein de l'algorithme qui provenait d'un biais cognitif des concepteurs qui était majoritairement, voire uniquement blanc et qui n'avaient pas pensé, d'une part, au contraste d'image peut-être, donc propre aux peaux noires Mmh. dans la partie explicite de l'algorithme et avait sûrement donné des images d'individus blancs uniquement à l'algorithme pour apprendre. Donc, et quand je dis ça, c'est pas la faute des concepteurs, c'est plus compliqué que ça. C'est notre faute à nous tous. Ça, j'essaie d'insister vraiment dans le livre en disant que c'est la personne qui pense, qui a l'idée de l'algo, l'idée de l'outil, la personne qui développe, la personne qui teste l'outil, la personne Ouais. qui vend l'outil, qui market l'outil, la personne qui utilise l'outil. Donc, on est tous sur une chaîne de propagation d'un biais et donc il faut en prendre conscience pour, d'une part, éviter de les introduire, mais si on les introduit, d'avoir des tests pertinents techniques et d'avoir des solutions non techniques aussi Ouais. pour éviter qu'ils se propagent. Et d'ailleurs, tu dis comprendre nos biais sans les accepter, pour autant et ça, c'est un véritable, enjeu finalement. Il y a une partie du livre, alors ça va faire très Bernard Pivot, mais page 125, où vraiment j'ai ça m'a vraiment fait marrer, où tu parles d'une anecdote que je vais pas raconter en détail parce que je laisserai les futurs lecteurs découvrir, mais c'est vraiment une des parties du livre que j'ai trouvé, super décomplexée, agréable à lire et surtout je me suis senti très, très concerné et tu racontes une anecdote où toi-même tu t'es, surprise à discriminer et ce que tu dis, Ouais, c'est qu'en fait, c'est pas grave et qu'on est tous amenés à discriminer à un moment, alors à des échelles différentes, on est d'accord. Pour prendre un exemple un peu tangible qui me concerne, devenir féministe, pour moi, c'est aussi être capable d'identifier des facettes, machistes que j'ai en moi pour des raisons, fortement diverses, mais qui bien vont être liées sûr, à mon habitus, comme l'appelle Bourdieu dans ses travaux en sociologie. Donc c'est ça en fait, c'est exactement. essayer de et on en revient à cette humilité de se dire: «Voilà, je ne suis pas parfait, moi-même je fais des erreurs» et relativisons sur notre, sur il y a personne ne discrimine pas quoi. Enfin, c'est peut-être un peu, Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ce passage-là, et je laisserai les lecteurs découvrir de quoi ça parle, mais c'est un cas où je décris un moment où j'ai discriminé et j'avais la honte de ma vie, mais ça m'a tellement marqué que je le réutilise tout le temps en me disant: «Aurélie, tu discrimines comme tout le monde, fais attention». Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est un passage qui tient sur 2 pages, tu vois? ouais. Mais c'est un passage qui a marqué tout le monde. Ah ouais, C'est dingue. Ah mais c'est fou, tout le monde m'en parle.
Tout le monde m'en parle. Et en fait, ils me disent: «Mais toi, tu as fait ça?» Je dis: «Bah oui». Et en fait, ce que j'essaie de montrer au lecteur, c'est que je suis pas meilleure qu'une autre. Je suis pas une donneuse de leçons. C'est que je suis féministe, je me bats pour l'égalité des droits, mais tu vois, je suis, une engagée dans plein de trucs, Ouais. mais j'ai aussi des préjugés, des biais, et c'est pas grave, hein. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ces biais et agir en conséquence pour éviter, en fait, d'avoir des conséquences Ouais. néfastes de ces biais. Surtout qu'à quelque part, il y a alors sans vouloir, on peut pas mettre la pression, plus qu'elle ne l'est déjà sur les scientifiques, surtout en ce moment, Bah en oui, fait, il y a le plus là où c'est un enjeu pour un scientifique, c'est que c'est le moment où ces biais peuvent s'introduire dans ses travaux et le plus dangereux d'ailleurs, c'est quand ça exactement. se fait de manière inconsciente. Quelqu'un, le savant fou qui veut, faire des choses mauvaises avec des algorithmes, s'il veut le faire, bon, il le fera. Quelqu'un qui est bien Ouais. intentionné peut faire des erreurs et d'ailleurs, tu parles de Noam Chomsky que tu aimes beaucoup et qui, parle lui d'autodéfense intellectuelle pour combattre les fabriques du consentement. Alors c'est une longue formulation, mais qui est extrêmement intéressante. En gros, vous devez vous questionner plus que de raison, plus que quiconque, puisqu'en fait, votre travail et vos biais à vous peuvent impacter le monde, entre guillemets, de manière beaucoup plus large. Comment on parvient à se faire confiance et quand est-ce qu'on arrête de se questionner toute la journée? Bah oui, alors en fait, Noam Chomsky, bon, que j'avais l'occasion de rencontrer souvent quand j'étais au MIT et avec qui j'ai échangé justement parce que j'avais une question à lui poser que j'évoque dans le livre. En fait, on le connaît beaucoup en tant que linguiste, mais il a beaucoup travaillé sur l'esprit critique, sur cette notion d'autodéfense intellectuelle pour, dans son livre La fabrique du consentement, combattre la fabrique du consentement, je sais plus exactement le titre. Et en fait, l'idée, c'est de développer son esprit critique. Donc c'est vrai que ça peut paraître fatigant à toujours faire ça, mais en fait, paradoxalement, quand tu es scientifique ou ingénieur, tu le fais assez naturellement au fur et à mesure des années Ouais d'expérience. et on t'a Et c'est appris d'ailleurs peut-être pour à le faire ça aussi. que voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je défends fortement le développement d'une culture scientifique pour tous, parce que ça construit quelque part cette autodéfense intellectuelle autant sur toutes les choses que tu apprends, mais aussi sur la manière de l'apprendre qui va t'encourager à développer ton esprit critique, à remettre en question. Parce que tu vois, dans la méthode scientifique, tu as autant l'observation, l'usage de la théorie, l'expérimentation. Tu vois, donc tu as des choses en fait qui te forcent à remettre en question, tu vois, à donner une certaine objectivité en fait à ce que tu entends, à ce que tu lis, et à ce que voilà. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a un autre, sujet que tu évoques. C'est un sujet qui est très complexe, surtout en ce moment avec, la notion de données de santé, en fait. Qui dit algorithme dit données, qui dit données dit, GAFA. C'est un sujet qui est difficile à traiter. Il y a une chose que tu dis dans le livre, sans rentrer dans le détail, qui est intéressant, c'est au niveau des lois. Ce qu'on peut mettre autour de l'utilisation de l'algorithme, de l'exploitation des données? Et toi, ton point de vue, c'est que légiférer à tout prix n'est pas forcément l'approche à avoir, en tout cas peut-être pas la plus efficace et surtout pointer du doigt les grands méchants GAFA peut s'avérer être en fait à terme assez contre-productif, puisqu'on pourrait arriver à un système où finalement on tombe dans du pas vu, pas pris, ce qui n'est pas du tout l'objectif en fait à terme. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette idée-là? Alors, il y a plusieurs points. Tout d'abord, la législation est nécessaire, mais ne peut pas que exister seule. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à côté d'autres initiatives autres que la loi, en complément de la loi. Et puis surtout, la loi, il faut qu'elle soit bien écrite. C'est-à-dire, par exemple, on a le RGPD, qui est une excellente initiative, qui a inspiré d'autres Ouais, textes, dont le texte californien. Et c'est vrai que c'est un texte qui est innovant, mais c'est un texte qui doit encore être amélioré, c'est normal, parce qu'il y a par exemple des vides technologiques, c'est-à-dire des ambiguïtés technologiques qui font que, alors qu'on pense que le texte protège, sur certains aspects, il ne protège pas complètement. Donc déjà, il faut que les textes soient bien écrits. Donc il faut une collaboration encore plus forte entre les législateurs, parlementaires et scientifiques. Donc ça, c'est un point de vue très fort que j'ai. Et puis, il faut aussi ne pas, d'une part, diaboliser la data, diaboliser la collecte de la data, parce que collecter de la ouais. data, c'est pas mal, ça dépend ce que tu fais avec, c'est ça qui est important et comment tu protèges cette collecte. Et puis, il faut pas diaboliser les acteurs. Donc, quand je dis ça, je veux dire, j'ai pas de stock option chez Amazon, Ouais. Google, Facebook, hein, comme tu imagines. Mais par contre, ce que je dis, c'est que si tu les diabolises, ce qui va se passer, c'est que, alors qu'ils devraient devenir des sortes de collaborateurs, ce qui va se passer, c'est que on va tomber dans la posture du pas vu, pas pris. Donc, d'où ça vient cette expression? C'est qu'en fait, j'avais sorti un article il y a 1 an et demi, justement sur Amazon, où je ne sais pas si tu te souviens, en Ouais, novembre si, si. 2018, Amazon avait fait un algorithme test. Donc c'était un Ouais. test, hein, qui n'est pas du tout apparu dans les médias, on parlait pas de test, mais bon, c'était un test qu'Amazon avait fait avec un algorithme de recrutement pour aller screener des CV et sélectionner des CV pour un poste de développeur informatique au sein d'Amazon. Et vu que l'algo a appris sur les embauches
pour un développeur informatique des 10 dernières années, forcément, l'algorithme a sous-évalué un profil féminin, vu que la majorité des embauches du passé étaient des embauches masculines. Donc, il n'a fait que reproduire une statistique du passé qui était Ouais. forcément biaisée. Et donc, du coup, les femmes, en fait, étaient systématiquement écartées de la sélection de l'algorithme et pour les candidats interviewés. Et en fait, les gens commençaient à dire l'algorithme d'Amazon est sexiste, c'est un scandale, machin. Mais en fait, moi, ce que j'ai dit, donc j'ai fait un article en disant pourquoi il faut défendre Amazon et son algorithme de recrutement, c'est qu'en fait, premièrement, c'était un test. Deuxièmement, Amazon a dit le problème qu'il y avait avec cet algo. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui l'a découvert, c'est eux qui l'ont dit. Et quand je te Ouais. dis ça, je te défends pas Amazon, hein. J'essaie d'avoir Bien un sûr, oui, oui, non, c'est. raisonnement relativement pur. Et en fait, qu'est-ce qui peut se passer la prochaine fois? Bah, vu l'acharnement des gens, sans même comprendre ce qui s'est passé, bah, la prochaine fois, Amazon, il peut ne rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Et d'essayer de fixer Ouais, le bien truc sûr. en loose day et ne rien dire, ce qui est problématique parce que du coup, si on partage pas les erreurs, on va pas apprendre. Tu vois? Ouais. Et donc Oui. c'est ça que je dis, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ces grands acteurs, c'est en devenant, si tu veux, c'est en s'approchant d'eux, en les comprenant, en essayant de travailler la main dans la main avec eux, qu'on va réussir aussi à les plier d'un point de vue éthique, d'un point de vue de responsabilité, légale et civile, tu vois? Des choses comme ça. Bah, en fait, oui, c'est intéressant et en fait, pour que les auditeurs comprennent aussi, un biais, le fameux biais dont on parlait, auparavant, il peut avoir un impact vraiment sur le bout de la chaîne, sur du citoyen qui Bien n'aurait sûr. rien demandé dans tout ça et je pense à de l'attribution, par exemple, de prêts ou d'assurance de prêts, Ouais, où, par exemple, une femme ne va pas pouvoir accéder à un prêt, d'une valeur, pourtant acceptable en fonction de sa vie, de ses structures de coûts et cetera, parce que un algorithme d'anticipation des risques se sera basé sur une période de l'histoire où les femmes ne faisaient pas d'emprunt en banque ou avaient des revenus très faibles, par exemple. Alors c'est un peu ouais. caricaturé, mais il me semble que tu l'avais évoqué Tout à cet fait, tout exemple-là. à fait. Ouais, c'est Euh, exactement ça. Mais il y a une solution pour fixer ça, tu vois? C'est d'une part réfléchir avec les gens du métier. ouais, C'est-à-dire qu'Amazon, s'ils avaient réfléchi, à concevoir cet algorithme avec les gens des ressources humaines, les ressources humaines leur auraient dit: «Bah, si vous entraînez sur les 10 années passées», tu vois? Si tu expliques aux ressources humaines comment ça fonctionne, ils vont te dire: «Bah non, faut faire attention, quoi». ouais. Et comment le fixer? Ça veut dire aussi, bah, créer de la donnée, faire de la donnée synthétique. Tu peux aussi éliminer le genre des datas, des métadatas. Il y a plein de choses pour essayer Ouais. de soulever ce biais. Bah, puis la mixité est aussi Ah un oui, bouclier ouais, énorme. C'est-à-dire que si tu as des équipes bien sûr. mixtes d'un point de vue, d'ailleurs pas que femmes-hommes, mais au-delà de ça, tu diminues tes chances que des biais s'intègrent, dans des algorithmes et on pense notamment au deep learning où là, ça fait un peu plus froid dans le dos. Si on prend le côté double tranchant du deep learning, c'est un algorithme qui s'auto-éduque, sauf qu'une fois que la machine est lancée, ça peut être plus compliqué de le corriger et donc si c'est des choses qui impactent directement le citoyen, bah, il peut y avoir quelqu'un au bout de chaîne qui se retrouve impacté, qui avait pas demandé son reste quoi, quelque Ouais, part. ouais, donc faut faire très, très attention. Je voudrais te poser une dernière question Aurélie. Dans le livre, à un moment donné, tu alors je te cite, hein: «Ils sont membres du Congrès, ils sont censés être assez intelligents pour comprendre». Alors c'est une perche évidente vers la question suivante. Tu parles de pouvoir démocratique, et du rôle sociétal de la science en général. On t'a souvent, assez souvent, très souvent imaginé prendre des fonctions politiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu fantasmé parce que les gens aiment ton histoire, ton parcours, ta vision et ton côté, très humain? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? C'est difficile à dire parce qu'on ne peut imaginer répondre à cette question que quand le sujet arrive sur la table. Ouais, Je sais pas pourquoi les gens m'imaginent, ainsi, je sais pas du tout. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Moi, je pense que, tu sais, il y avait une ancienne, juge de la Cour suprême que je connaissais aux États-Unis qui m'avait dit une chose que j'avais trouvée très jolie. Elle m'avait dit: «Tu sais, Aurélie, dans la vie, il y a les gens qui veulent de l'influence et d'autres qui veulent du pouvoir». Et elle me fait: «Choisis ton camp». Et en fait, moi, je l'ai choisi, je veux de l'influence. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir de l'influence, changer les mentalités, par la méthode des petits pas, par faire plein de choses et que tu as pas forcément besoin de pouvoir, hein, tu mmh, vois, pour arriver à faire ça. Donc voilà. très bien. Ça me paraît une conclusion plutôt agréable. Bah, écoute Aurélie, je te remercie vivement. On va s'arrêter là parce qu'il faut bien s'arrêter, même les meilleures choses ont une fin. Je te Hem, remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur, ton livre? Alors mon livre, donc ça s'appelle, bah, de l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes dans la collection De Facto, qui est une collection dirigée par Gaspard Koenig chez l'Observatoire, qui est sortie, le 13 novembre 2019 et qui est toujours en vente et pour le petit détail, en fait, il y a l'Observatoire qui sort une nouvelle collection qui s'appelle Et après,
qui va parler de l'après-confinement et qui commence aujourd'hui, en fait. Donc, il y a des livres qui sortent en numérique et qui vont sortir sûrement en papier plus tard, mais pour le moment, c'est en numérique. Et donc, il y a une vingtaine d'auteurs de la maison d'édition qui écrivent. Et donc, moi aussi, j'ai écrit et mon texte sortira le 14 mai. Voilà. 14 mai, donc restons connectés. Et ça s'appelle L'apprentissage fait la force. Voilà. Oh, très bien. Bon. On reste connectés. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi.